générosité. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble pour parler d'une association, voilà, où la générosité, le talent et le cœur, comme dit la chanson, sont présents. Mon invité du jour, Dan Assous. Bonjour Dan. Bonjour. Bienvenue. Shalom Ouracha. Shalom. Alors vous êtes le directeur de cette association que vous avez créée il y a environ 10 ans. Officiellement, on va dire ça comme ça. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire le slogan de votre association qui est juste derrière moi? Chanoch Lanahar, Livui Ishi, La Yeladim, Lemeniat Nishira. Et nous le traduire, évidemment. C'est pas le slogan de l'association, c'est le slogan d'un des projets de l'association. Accompagnement, Ishi, ce qui veut dire individuel, personnel, pour les enfants, pour les empêcher de sortir de la route, pour empêcher des sorties de route, on va dire. Voilà. Bon, alors, les mantra, vous faites beaucoup de choses. Vous vous occupez notamment de la jeunesse. Alors, la jeunesse de 10 à 14 ans, mais aussi la jeunesse de 15 à 18 ans. Vous faites des conférences pour des parents. Vous avez aussi des kollels un peu partout dans Jérusalem. Vous faites beaucoup de choses. Vous vous occupez aussi des Olim Hadashim dans les écoles. Mais nous, on va se focuser notamment sur vos activités pour la jeunesse. Alors, ça a commencé comment, ces activités pour la jeunesse, et pourquoi surtout? Alors, ça a commencé par le magasin de mon frère, un magasin d'optique. C'est vrai. Il a son magasin d'optique où il a vu les enfants grandir. Donc, il les a vus, il leur mettait les lunettes quand ils avaient 8 ans, 10 ans, 14 ans. Et il a vu comment l'enfant, il progresse. Et donc, il a vu des enfants de super bonnes familles qui, doucement, sortent du bon chemin. Alors, on précise qu'au départ, ce n'était pas du tout pour les francophones. Vous vous adressez à tout le monde, notamment aux Israéliens, évidemment. Exactement. Et donc, connaissant les familles, de très bonnes familles, les enfants qui sortent du bon chemin et ayant un très bon contact avec eux, il a décidé de commencer une activité qui s'appelle Onek Shabbat. Ça veut dire de prendre ces enfants-là le Shabbat et de leur donner, autour d'une bonne table bien garnie, une activité, on va dire, spirituelle. Ça veut dire d'amener un rave qui sait parler aux jeunes et qui leur parle de choses intéressantes. Même si les jeunes, ils traînent dans la rue, en fin de compte, ils recherchent quelque part quelque chose avec du tochen, quelque chose avec... Alors, on s'adresse vraiment à des jeunes qui sont vraiment en rupture. C'est pas une blague. Ils traînent dehors, ils ne vont plus à l'école. Certains sont même déscolarisés. C'est les jeunes-là, c'est des jeunes qui ont des gros problèmes, on va dire des problèmes de déscolarisation ou de drogue. Oui, parce que quand on vous voit avec une barbe, la kippa, etc., on peut croire que ce sont, et que vous parlez de sortie de route, c'est peut-être des jeunes qui vont enlever la kippa, mais ça ne s'arrête pas là. C'est pas arrêter d'être religieux pour eux, mais ça va beaucoup plus loin. Non, à 15 ans, quand on parle de jeunes qui veulent décrocher avec la famille, et quand ils viennent d'une famille religieuse, alors le moyen de dire à la famille on arrête tout contact, c'est d'aller à l'extrême. Et donc ça va très rapidement à l'extrême, c'est-à-dire la drogue, l'alcool, etc. On enlève la kippa, ensuite on boit, après on fume de la drogue, voire plus. Voilà. Ok. Et on peut trouver la drogue très très tôt aujourd'hui dans les quartiers. C'est-à-dire à partir des enfants. Pourtant c'est paradoxal parce que amener, comme vous le dites, un rave pour faire un cours à ces jeunes pendant Shabbat qui ne veulent a priori plus en entendre parler, j'imagine que ce n'est pas n'importe quel rabbin qui vient. C'est sûr, c'est seulement des rabbanim qui savent parler à ces jeunes-là. D'abord, ils savent parler parce qu'ils leur parlent sans avoir de, comment on dit, begova einaim. Ça veut dire qu'ils leur parlent... sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité. Et ils leur parlent de choses que les enfants ont envie d'écouter. Parce que oui, les enfants, ils veulent écouter. Ils veulent écouter, d'abord... sur des problématiques qui les concernent. Des problèmes. Et ils ne se sentent pas, tant que c'est dans l'école ou avec les parents, alors ils ont une certaine... directement, ils ouvrent leur bouclier. On n'est pas prêt à écouter. Alors, quand c'est quelqu'un d'extérieur, des étrangers, il n'y a pas de problème, on peut écouter. Ça, maximum, qu'est-ce qui peut arriver. Et aussi, on leur ramène, encore une fois, une bonne table pour les attirer. Ça aide. D'accord. Alors, vous n'avez pas de locaux. Vous êtes hébergé souvent au Merkaz Harav. Baruch Hashem. Alors, on a pour cette activité du Onek Shabbat, on a chez le Rav Cherki, la communauté du Rav Cherki qui nous a accueillis depuis le début, même pour les conférences pour les parents, et à Merkaz Harav pour des chavrutot pour les enfants en particulier. Ok, alors tout ce qui se passe dans la synagogue du Rav Cherki s'adresse plutôt à des enfants qui sont autour des quartiers du Kiryat Moshe, Givat Shaoul. Exactement. Vous avez des résultats, des réussites? Oui, beaucoup.
Comment elle se calcule, comment elle se matérialise? Quand on sait que ces enfants-là qui traînaient dans la rue et quand on sait qu'à la fin, avec un travail de 3-4 ans, je peux le dire, c'est beaucoup d'années de travail, mais quand à la fin on arrive à les mettre, que ce soit à l'armée ou en Mechina ou à la Yeshiva, mais que c'est des hommes, c'est des gens qui veulent faire quelque chose de leur vie, alors on sait qu'on a réussi. À la fin tout ça grâce à une activité le Shabbat, oui. C'est pas plus. Parce que ça les fait retrouver, ils se retrouvent autour d'une activité spirituelle. Après, on leur fait une fois, 2 fois par an un tioul dans des yeshivot pour qu'ils voient d'autres endroits. C'est-à-dire, ça ne s'arrête pas là. On essaye de garder, avec eux, on a des contacts. Et aussi, à 18 ans, avant qu'ils sortent, c'est avant l'année, à la fin du bac, avant la fin du bac, on leur fait une guicha où là, on leur dit, bon, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Pourquoi c'est bien? Qu'est-ce qu'il faut choisir dans la vie? Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est eux qui font leur propre choix. Voilà, mais juste on leur explique. Ouais, vous les aidez, vous les guidez. On essaye de les guider. Alors, pourquoi s'être intéressé aux enfants plus jeunes? Parce que ça démarre plus tôt, les dérapages? Alors, d'abord, on s'est rendu compte que quand on commence à s'occuper des enfants à partir de 15 ans, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et aussi, les enfants et les parents, ils doivent passer toute cette époque-là de dégringolade et de remontée. Beaucoup de larmes sont versées, on va dire. Et on s'est dit, pourquoi commencer si tard? En fin de compte, quand l'enfant a 15 ans, il dégringole, on va dire. Ça veut dire qu'il était déjà pas très bien avant. À partir de 10 ans, il a commencé ce processus-là de Neshira. Mais jusqu'à cet âge-là, l'enfant, il n'ose pas encore sortir. Les symptômes intérieurs, il n'ose pas les montrer extérieurement. Il n'ose pas crier haut et fort qu'il est en rupture totale avec sa famille. Voilà. Donc il fait bonne figure, mais il n'en pense pas moins. Et voir quand il n'est pas à la maison, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Ouais, ça m'est déjà arrivé d'avoir un enfant qui vient étudier avec moi. Les parents l'ont envoyé pour étudier avec moi. Et donc j'ai ouvert la Gemara, je ne pensais pas... tout gentiment, et il a ouvert la Gemara, il s'est mis à pleurer. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait, moi. Il m'a dit, non, j'attends, dès que j'aurai mes 18 ans, je ferai ce que je veux, j'en ai marre, c'est mes parents qui m'obligent. Bien sûr, je lui ai fermé tout de suite la Gemara, je suis sorti avec lui, on allait manger quelque chose, on a discuté, et il est revenu après à la Yeshiva, et au prochain. Mm-hmm. Alors, ces jeunes de 10 à 14 ans font l'objet d'un projet qui s'appelle Hanor Lanoar. En fait, c'est un système de quoi? De Havruta, c'est ça? Ce sont d'autres jeunes qui s'occupent d'eux? Comment vous avez mis ça en place? Alors, pour s'occuper de ces jeunes-là, en fin de compte, qui n'ont pas encore créé à l'extérieur, donc c'est facile de les remettre sur le bon chemin parce qu'ils ne se sentent pas encore... Tant qu'un enfant ne s'est pas mis sur lui-même une étiquette... je suis un rachat, donc c'est facile encore de le remettre sur le bon chemin parce qu'il se dit on me prend encore pour un tzaddik, donc c'est bon. Et donc le fait de leur mettre un tuteur qui s'assoit avec eux, chaque enfant avec un tuteur, et cet tuteur-là il étudie avec lui une fois par semaine, il discute avec lui de tout et de rien, et il se promène avec lui, il peut jouer au foot avec lui-même. C'est-à-dire l'encadrement c'est autour d'une étude, mais on dit à chacun que il faut que ça dépasse cette étude. Il faut que ça dépasse cette étude. Et moi, mon but, c'est, je leur dis à tous, après la première rencontre, mon but, c'est qu'il ait envie de venir à la deuxième rencontre. Et après la deuxième rencontre, mon but, c'est qu'il ait envie de venir à la troisième. Donc il y a un lien spécial qui se crée entre ces deux personnes. Les enfants, ils s'ouvrent complètement. Ils racontent tout ce qu'ils ont sur le cœur à leur tuteur, à leur chonchim. Et au Hashem, ça se passe très bien. Alors, qui sont ces tuteurs? Ce sont des jeunes, des vieux? Ils sont rémunérés? C'est un job pour eux? C'est des professionnels? C'est qui? Alors, c'est des jeunes. Étudiants, c'est quoi? C'est des étudiants en yeshiva qui sont choisis un par un. Ça veut dire je les choisis en fonction des problèmes de l'enfant. Étant donné qu'on est en contact avec les écoles, et c'est les écoles qui nous donnent, avec l'accord des parents, tous les détails sur les enfants, qui nous disent quel est le problème à la maison, quel est le problème de l'enfant. Et selon ça, on leur donne des tuteurs. Il y en a un qui a besoin de quelqu'un qui a beaucoup de patience, parce que l'enfant, c'est ça son problème, le manque de patience à la maison. Il y en a qui a besoin de quelqu'un qui rigole avec lui. Chacun selon son problème. Donc c'est très étudié, ce n'est pas des couples qui sont faits un peu au pif, pas du tout. Non. Et même si ça ne marche pas, il y a un suivi. Il y a des rakazim, des coordinateurs qui sont en liaison avec les parents et avec avec l'école, avec le tuteur. Si après 1 mois, 2 mois, on demande aux parents est-ce que ça marche,
Est-ce que l'enfant il est content? Si les parents ils nous disent il court, ou souvent les parents ils nous disent il en redemande, alors ça veut dire que ça marche. Si les parents ils nous disent il va mais c'est encore un cours pour lui, donc ça veut dire que c'est pas ça qu'on veut. Et donc tous les Khondrim ils savent très bien que c'est tous les tuteurs. Tous les tuteurs ils savent très bien que si ça marche pas, on peut les remplacer. C'est pour ils font ça les Shem Shamaim, donc ça les dérange pas. Les Shem Shamaim, mais ils sont quand même payés. C'est un job, donc ils sont obligés. Ça donne aussi le sérieux du suivi, j'imagine. Ils sont payés, c'est obligé. Si quelqu'un n'est pas payé, il va pas tenir. Il faut toutes les semaines aller et nous écrire comment ça avance, comment l'enfant il avance. Il faut un petit rapport toutes les semaines. Un rapport par mois. Qu'est-ce qu'ils ont fait et comment l'enfant il avance. Ce qui nous permet de suivre, de mettre l'évolution de l'enfant. Alors, vous avez parlé des écoles qui vous adressent les enfants. Vous travaillez avec combien d'établissements scolaires? Aujourd'hui, on travaille avec 13 établissements, 10 à Jérusalem et 3 à Bethel. Parce qu'on a ouvert cette année aussi à Bethel. Okay. Donc, on a dans les quartiers, on a Ramot, Givat Shaou, Givat Mordechai, on a Arnof, on a Archoma, Kiryat Moshe. On travaille avec les écoles, les filles et les garçons. Donc, des filles pour des filles, des garçons pour des garçons. Ok, alors, qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous? C'est quoi le secret de votre réussite? C'est vrai qu'il y a beaucoup qui nous demandent c'est quoi le secret, puisqu'on fait rien de particulier avec l'enfant. Le fait que l'enfant il a ce tuteur-là, à qui il peut complètement s'ouvrir, et un tuteur qui va l'appeler, qui va s'intéresser à lui, qui va lui dire comment c'était ton contrôle, et qui va l'inviter. Il va l'inviter à manger avec une pizza, il va aller jouer avec lui au foot, donc l'enfant, il a quelqu'un qui s'intéresse à lui et vraiment. C'est ça le secret. C'est ça. Et ça leur redonne le bitachon atzmi à ces enfants-là. Combien sont-ils ces tuteurs? Nombreux? Selon les enfants, aujourd'hui on a 70 enfants, Baruch Hashem, qu'on s'occupe. Donc on a à peu près 70 tuteurs. Et les francophones dans l'histoire, comment ça s'organise? Est-ce que tout le monde est ensemble? Est-ce que c'est une section à part? Comment vous faites? Non, alors comment ça a commencé les francophones? En fait, c'est l'année dernière quand on a commencé les conférences pour les parents à Roma. Donc tout de suite, les parents nous ont demandé aussi de s'occuper des enfants. Et là, on s'est rendu compte du besoin des francophones. Et donc, les tuteurs pour les francophones, ils ne sont pas obligatoirement francophones. Parce qu'en général, les enfants, ils savent parler en hébreu. Donc, les tuteurs, ils peuvent être aussi israéliens. Et donc, on a vu le besoin des francophones de rentrer dans le projet. Et aussi, Baruch Hashem, on a des réussites. D'accord. Alors, j'imagine que vous vous occupez aussi des Olim de France, notamment dans les écoles, lorsqu'il y a des problèmes entre la Mora, le Mechaner, la direction. Vous êtes là pour mettre un peu d'huile dans ces relations, on va dire ça comme ça. Ça s'est fait un petit peu automatiquement. On a commencé par ces conférences pour les parents, et de là, on est arrivé au projet des Frères Broutot, et de là, on est arrivé à être en liaison et de faire un petit peu le pont entre les parents et les écoles, puisque les parents, ils sont dépassés, souvent par les écoles. Puisque les écoles, elles disent faut faire ci, il faut faire ça, et c'est comme ci, et c'est comme ça, et les parents, ils savent pas leurs droits, ils connaissent pas leurs droits, ils savent pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, la langue, la mentalité. Souvent, c'est un problème de mentalité. L'école, elle essaye de parler de qu'est-ce qui est bien pour l'enfant, et les parents, ils essayent de montrer que c'est leur enfant qui avait raison. Et ça peut rester une discussion pendant 1 heure comme ça, et le ton qui monte, et juste, il faut dire chacun comprenne ce que veut l'autre, et ça arrange tout. Donc c'est un problème de langue et de mentalité. Bon, ça s'est beaucoup développé, hein, les méga shrim, les espèces de coordinateurs, coordinatrices au sein des écoles, de façon à faciliter l'intégration des enfants francophones, et ça marche très bien. Ouais, heureusement. Ouais, ça marche pas mal. Alors, ça coûte cher pour ces enfants qui ont envie de venir, peut-être après l'école, dans la journée, passer quelques heures avec un tuteur. Alors, tout est relatif. Est-ce que c'est cher ou c'est pas cher? C'est un investissement. Ça coûte 300 shekels par mois pour ceux qui se rencontrent 1 fois par semaine, ce qui comprend cette rencontre 1 fois par semaine, plus le coordinateur. Ils font leur devoir de Kodesh avec vous? Ils peuvent. Le cadre, c'est de faire les devoirs de Kodesh, mais encore une fois, le but, c'est que l'enfant se sente bien. Et ceux qui n'ont pas les moyens de payer, donc avec l'accord des écoles qui nous disent exactement que si les parents ils ont la situation des parents, donc ils peuvent avoir une bourse pour
il peut avoir une bourse pour avoir à payer moins cher. Et donc, la Amouta, elle prend en charge. Donc, on précise quand même que c'est une Amouta qui fonctionne uniquement avec des dons. Voilà. Et que c'est un projet apparemment qui vous tient vraiment à cœur parce que vous y consacrez beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est vrai. Je dois rajouter que cette année, la Iria de Yerushalayim, elle a commencé à participer Baruch Hashem. À vous aider, parce qu'elle a vu les résultats. Oui, même eux, ils nous appellent pour qu'on s'occupe d'enfants. Donc ils connaissent notre projet, ils connaissent les résultats. Et donc cette année, Baruch Hashem, ils ont commencé à nous aider. Ça remplit pas du tout. Ok, ça ne couvre pas le budget, mais disons que ça fait quand même une aide. Ça aide. Voilà, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De réussir à s'agrandir, parce que c'est pas évident. C'est vraiment, faut construire la structure de ces coordinateurs, faut les former, les tuteurs, faut les former. Donc, qu'on ait la force et les moyens d'agrandir et d'ouvrir ça un petit peu partout. Vous voulez professionnaliser leur formation à ces tuteurs ? Les tuteurs eux-mêmes, c'est nous. C'est vous qui les formiez. C'est moi qui les forme. Et cette année, on a décidé de faire 1 ou 2 fois par an, en fait, une rencontre où avec des professionnels, des psychologues et des gens qui savent. De façon à leur donner un peu plus, qu'ils aient un peu plus de kelim pour s'occuper des enfants. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance. C'était un petit tour d'horizon de l'association Les Mancha, voilà, créée par vous, Dan Assous. Merci d'être venu, Behatzlacha, pour vos activités et à très bientôt. Toda Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.